Donc bonjour à tous, merci d'être venus dès le matin. Je sais que les transports peuvent être parfois compliqués. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme vous savez, c'est la deep tech, quelque chose dont je parle pas mal depuis plusieurs années, mais qui est vraiment qui est maintenant beaucoup plus dans les médias, pas forcément beaucoup plus dans les portefeuilles des investisseurs. On va voir pourquoi et comment. Je vais commencer par me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Benjamin Joffre, je suis partenaire dans un fonds d'investissement qui s'appelle SOSV, un fonds international, qui investit dans le monde entier, qui a plus de 800 startups en portfolio. Et je suis dans la branche Hacks, qui est la branche hardware. Donc, je travaille avec SOSV depuis bientôt 6 ans. Et je reviens depuis peu d'Asie, où j'ai passé près de 20 ans, Japon, Corée, Chine. Je connais bien ces écosystèmes. Je passe un peu de temps dans la Silicon Valley aussi, donc j'ai des points de repère un peu internationaux. On organise de temps en temps des events sur des problématiques qui nous intéressent. L'année dernière, on avait fait une série d'événements sur les sorties de start-up. Peut-être certains d'entre vous y étaient. Je crois que j'en ai rencontré quelques-uns. Donc c'était une journée de conférence, de masterclass avec des entrepreneurs, des VC, des banquiers, des corporate directeurs M&A, parce que finalement c'est eux les clients finaux start-up. On a organisé des événements à San Francisco, New York, Londres et Paris avec une cinquantaine d'experts, dont John Chambers, que vous connaissez comme ambassadeur mondial de la French Tech, évidemment. Et donc il était venu à notre événement de San Francisco, donc c'est quelqu'un d'intéressant à écouter, parce qu'il a fait pendant ses 20 ans à Cisco 180 M&A. Donc c'est un sujet intéressant, important pour l'évolution des grands groupes qui doivent finalement un peu tous, dans tous les domaines, apprendre à faire des M&A dans la tech. Maintenant, tous les secteurs sont tech. Donc, on s'est aperçu il y a quelques temps qu'un peu comme Monsieur Jourdain, on faisait de la deep tech depuis longtemps. Avant, on appelait ça biotech et hardware. On s'est dit hardware, à chaque fois qu'on le dit, tout le monde nous dit hardware is hard. Donc, on va changer, deep tech is deep, c'est mieux. Et on a fait un premier événement à San Francisco, la semaine dernière à Londres, et donc Paris, troisième date, la tournée mondiale. Dans une dizaine de jours, je serai à New York et Boston pour les mêmes sujets, avec l'idée de partager en fait la façon dont on approche l'investissement pré-seed dans la deep tech et d'avoir des intervenants qui partagent un peu leur approche sur la suite. Donc voilà un petit peu, ça c'était San Francisco là-haut, Londres en bas, c'était sympathique. Donc quelques mots à propos de SOSV. On est donc un fonds international, on a à peu près 600 millions en management, on est en train de clore notre quatrième fonds de 250 millions, on est pas mal avancé dessus. Plus de 800 startups en portfolio, on a des plus actifs mondialement dans l'early stage, donc vous voyez juste en dessous de Y Combinator et Sequoia Capital China, au-dessus de Tencent. Bon. Dans l'IoT, on est en gros le plus actif, dans la health tech, on est aussi très actif. Sachant que dans le health, il y a à la fois de la biotech et du hardware, et d'autres choses aussi. Notre point d'entrée, c'est toujours le pré-seed, c'est-à-dire quand il y a déjà un prototype dans le labo. Et ensuite, on continue d'investir au seed et au série A. Le premier chèque, en gros, entre 100 et 250 000 $. Et on monte jusqu'à 2 millions de dollars d'investissement dans les meilleures startups, enfin dans celles qui sont plus alignées, qui avancent bien. Nos bureaux, donc on a je suis la liaison à Paris, sur l'Europe, un peu côte est, États-Unis, puis de temps en temps ailleurs. Mais nos plus gros bureaux, c'est à San Francisco et à Shenzhen, où on a un gros labo en plein milieu du marché électronique, sur 2 étages, avec l'idée d'utiliser la supply chain, l'écosystème de là-bas. Notre approche, c'est donc d'avoir des labos. Vous voyez ici le labo de biotech de San Francisco, on en a un autre à Londres, le labo de Shenzhen. D'avoir des experts en interne. À Shenzhen, on a à peu près une trentaine de staff, avec des experts en électronique, mécanique, sourcing, design, mais aussi stratégie, marketing, pour vraiment aider à faire cette transition du labo au marché. Et donc au cœur d'écosystèmes clés pour ce qu'on fait. Alors si les slides vous intéressent, je les mettrai en ligne.
vous n'êtes pas obligé de prendre une photo, ce sera en ligne. Ça, c'est l'équipe SOSV, donc on est quand même assez nombreux, donc ça coûte cher sur les management fees, mais ça aide les startups. Quelques boîtes de notre portfolio, donc certaines que vous connaissez, peut-être commencer par GetAround, on est un tout petit investisseur dans GetAround, on s'excuse. Mais parce que récemment, il y a eu un petit peu d'émoi dans les médias ici, suite au rachat de Drivey, 300 millions de dollars, un mix de cash et stock. Mais en fait, je pense que pour l'écosystème, c'est une très bonne nouvelle, en fait, parce que ça recycle le capital, ça valide l'écosystème. Voilà, ça va aider à recycler les talents. Et en fait, comme c'est aussi en stock, finalement, c'est plus une merger. Donc c'est assez intéressant. On investit en Formlabs, qui est Unicorn. Jumpbikes en était le lead. Ils ont été rachetés l'an dernier par Uber. Et du coup, on avait aussi des stocks pour l'IPO, ça c'était bien. Moi je m'en sers beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous en servez, ils sont très bien. Presque mieux que les BI, c'est plus cher. Ensuite, de notre portefeuille hardware, bon, c'est pas la plus high-tech ni deep-tech, c'est une boîte qui fait des robots éducatifs qui s'appelle MakeBlock, qui vend d'ailleurs en France et dans le monde entier. Ils sont valorisés autour de 400 millions. C'est une boîte de Shenzhen qui, quand on regarde les produits, n'ont pas l'air particulièrement chinois. C'est très bien. Memphis Meats qui font de la viande en laboratoire, donc sans animaux par culture cellulaire. Et BitMEX, si certains d'entre vous achètent des produits dérivés crypto, probablement vous allez l'acheter chez BitMEX. Eux, un peu particulier dans notre portfolio, mais bon, ça marche. On les a aidés à faire la transition d'un modèle B2B à un modèle B2C, et ça a décollé quasiment tout de suite, et maintenant, ils impriment de l'argent, on va dire. Donc ils font des millions de profits par jour. Voilà, bon, je passe un peu la suite. Quelques autres exemples plus récents pour vous donner un peu une idée des projets sur lesquels on travaille. Donc, au-delà des trackers et des choses de santé, on a maintenant des produits qu'on peut appeler des digital therapeutics, donc en gros des thérapies numériques. Donc là, c'est un appareil de stimulation du cerveau pour traiter les symptômes de la dépression, boîte suédoise. Du diagnostic, des outils de labo, des robots d'inspection. On a beaucoup de robots qui font tous des travaux très ennuyeux en général, de business. Et d'Australie, produit plus consumer, c'est un casque audio qui s'adapte à votre ouïe. C'est une techno dont je parlerai un peu plus tard. Donc, Stevie Wonder s'en sert. Voilà, donc pour résumer sur nous rapidement, early stage, 600 millions de management, hands-on, deep tech, plus de 800 startups en portfolio, 150 investissements par an, à peu près un tiers hardware, un tiers biotech et un tiers software et autres. Voilà, pre-seed, là, voilà, ça c'est fini pour la propagande. Maintenant, parlons de deep tech. Donc, qu'est-ce que c'est la définition de deep tech? J'imagine qu'on a un peu tous la nôtre. Il y a des définitions, rien que les mots déjà, pas toujours très accordés. Deep tech, hard tech, emerging tech, frontière, future tech. C'est pas toujours très clair, mais en gros, en général, c'est pas juste un site web ou une app. Il y a de la science et de l'ingénierie, et souvent un composant tangible, bon, pas forcément. Dans le software, il y aura des choses pure software. Donc c'est souvent un mix de technologies entre computer science et un autre domaine, souvent avec un risque technologique notable, qui prend plus de temps, donc, et parfois, mais pas toujours, plus de capital. Alors pourquoi s'ennuyer avec quelque chose de risqué, de long et de cher? Eh bien, tout simplement parce que déjà c'est utile, ça connecte le monde physique et le monde numérique. Si on veut agir sur le monde physique, on n'a pas tellement de choix, mais aussi que ça correspond à des besoins réels dans beaucoup de domaines qui n'étaient pas forcément très tech, mais qui maintenant le deviennent. Et l'autre avantage que nous on a vu en tant qu'investisseurs, c'est que c'est en gros un secteur sous-financé, et donc il y a des opportunités parce que c'est moins concurrentiel. Voilà. Donc l'hypothèse qu'on a, c'est que finalement ce qu'on voit arriver aujourd'hui dans le monde automobile, ça va se reproduire dans plein d'autres secteurs. Donc dans l'automobile, c'est les véhicules électriques, la navigation autonome, et que d'autres secteurs vont suivre. Qu'avant, en gros, un nouvel entrant mettait, comme Amazon par exemple, mettait 20 ans à devenir plus gros que l'acteur en place, type Walmart.
mais que maintenant ça peut aller beaucoup plus vite avec la technologie. 10 ans, voire bientôt 5, voire même moins. Alors bon, on peut débattre, Luckin Coffee c'est probablement pas le meilleur exemple de deep tech, mais c'est quand même la tech qui est impliquée, vu que donc, commande tout par son mobile, on paie par son mobile, ils ont des petites boutiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Luckin Coffee, c'est le nouveau Starbucks chinois. Ils existent depuis 2 ans, ils ont déjà fait IPO, et ils valent déjà plusieurs milliards. Donc 2 ans. Ils ont plus de 2000 boutiques en Chine. En dernier, c'est que l'innovation arrive en vague. On a vu donc Fitbit il y a plus de 10 ans maintenant. Ensuite, on a vu toute une vague de trackers plus spécialisés pour certains sports, certains domaines. Et maintenant, comme j'ai montré juste avant, on a même des appareils qui permettent de faire la thérapie, des traitements dans certains domaines. Donc on voit qu'on avance vraiment dans la technologie. Quelques exemples pour illustrer. Par exemple, John Deere, qui fait des tracteurs, a acheté une boîte qui fait finalement des computer vision appliquées au désherbage. Donc ça, c'est une image hyperspectrale de plantes. Ils se servent de ça pour déterminer quelle plante éliminer. Et ils ont des jets d'huile chaude organique, enfin bio, on dit, pour désherber. Donc John Deere a acheté ça pour 300 000. J&J, Johnson & Johnson, qui possède la marque Neutrogena, ont racheté cette start-up qui fait un masque de traitement anti-acné avec donc des diodes et des fréquences lumineuses particulières. Et donc ils sont rentrés finalement en concurrence directe avec des produits pharmaceutiques, mais avec un appareil électronique qui coûte $40 pour 30 charges. Et il faut donc 1 mois de traitement. Donc on voit un peu ce genre de choses. Alors le prix d'achat n'a pas été pas public, mais c'est probablement au-dessus de $100 millions. Ils avaient déjà fait un série B dans lequel ils avaient récupéré plus de bonnes. Donc voilà, donc les risques, le problème c'est qu'il y a effectivement la technologie, le marché qui existe ou qui n'est pas encore tout à fait là, et évidemment toujours l'exécution, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est la bonne équipe. Les avantages, c'est qu'il y a des murs et des douves. Donc ça peut protéger une start-up, mais le décollage peut être difficile. Une fois qu'on est en haut d'un mur, après, ça peut bien se passer. Et quelquefois, on se demande si, au lieu de creuser une douve, on n'est pas en train de creuser sa tombe. Et donc faire de la R&D à rallonge dans un domaine qui peut-être n'a pas de débouché. C'est un peu le risque aussi. D'ailleurs, il y a un certain nombre de startups qui ont quelques problèmes. Donc là, j'ai fait une petite liste des plus gros échecs des 12-18 derniers mois. Donc cumulé, ça fait quand même 1 milliard. Sachant que certains ont disparu pour des raisons variées. Certains n'ont pas trouvé de marché. Le Jibo, le robot compagnie